Miss Marvel en est déjà à son 4e épisode sur 6 et je me suis fait une réflexion qui ne m'était jamais venue auparavant en regardant un film ou une série Marvel. Je pense que l'histoire et la série seraient potentiellement meilleures sans connexion au surnaturel et aux super-héros. Et pendant que j'y pense, si vous souhaitez vous abonner à Disney+, autant le faire en passant par le lien disponible en description de cette vidéo pour soutenir la chaîne au passage, sachant que je conserve une liberté totale et absolue sur ma critique. Ça me semble assez évident, mais apparemment, il faut parfois le rappeler. Je vais d'abord vous expliquer mon point de vue sur la série avant d'en venir en seconde partie de vidéo sur les éléments relatifs à l'univers Marvel et aux connexions qu'on peut trouver avec Shang-Chi par exemple et le film The Marvels attendu pour juillet 2023. Miss Marvel est une série qui a de grandes qualités et quelques gros défauts. J'apprécie une bonne partie de sa photographie, de son ambiance visuelle au sens large. Dans les 2 premiers épisodes notamment, cela s'exprime par l'inventivité et la fantaisie de Kamala et de son univers intérieur qui envahissent littéralement les rues de Jersey City. Que ce soit les échanges sur réseaux sociaux, la chaîne YouTube de Kamala ou l'exubérance de son imagination, tout cela s'exprime de belle façon à l'écran. En termes d'inspiration, on pense notamment à l'excellent film d'animation The Mitchells vs. The Machines, sur lequel on retrouve une partie de l'équipe du génial Spider-Man Into the Spider-Verse. Miss Marvel a pour personnage central une adolescente, il est donc absolument logique d'y retrouver une forme de fraîcheur, de naïveté, de déconnexion, de questionnement et d'énergie exubérante, souvent typique de cette période. Alors là oui, je me doute que certains d'entre vous en regardant cette vidéo et en m'entendant parler d'énergie exubérante pour qualifier l'adolescence ne seront peut-être pas d'accord en fonction de leur expérience personnelle, de leurs propres souvenirs ou avec leur propre adolescent. Le casting fonctionne bien, notamment Iman Vellani dans le rôle titre et Bruno, son ami qui surfe sur la vague d'une friendzone qui a le bon goût de rester dans une ambiance bon enfant. La famille de Kamala est bien campée elle aussi, c'est un point essentiel puisque l'exploration de ce qu'implique la notion de famille et d'ascendance est sans doute la thématique centrale de la série. L'un des aspects les plus réussis correspond à l'une des nombreuses facettes de cet héritage familial, à savoir l'environnement culturel de Kamala, le tout dans un contexte particulier, celui de l'intégration de ses parents dans un autre pays, à savoir les États-Unis. Que ce soit le rapport à l'hospitalité, la surveillance de la fille, la façon de la couver, les remarques des amis de la famille, la religion ou encore l'excellente séquence du mariage, tout ce contexte enrichit nettement la série et on sent que les gens qui ont écrit le comics, comme ceux qui l'adaptent ici, savent de quoi il parle. On a cette impression de personnages plausibles et de petites tranches de vie qui manquent parfois dans d'autres pièces du MCU, le Marvel Cinematic Universe. Pour rappel, Miss Marvel est apparue pour la première fois en 2013 dans un numéro de Captain Marvel et sa première série solo en comics a débuté dès 2014 avec Miss Marvel. L'histoire de Kamala est en partie inspirée de celle de Sana Amanat, qui est éditrice et directrice de contenu et de développement des personnages chez Marvel Comics. Ce lien au réel se ressent pour le meilleur et c'est une véritable joie de voir la façon dont la série s'empare du pouvoir des histoires pour dépasser les stéréotypes et venir explorer chez Kamala et sa famille la complexité inhérente à tout être humain, au-delà des préjugés qu'on pourrait nourrir sur une culture ou une religion différente de la nôtre. En nous connectant avec l'universalité des questions humaines au-delà d'intéressantes spécificités culturelles, on peut facilement tracer des parallèles avec nos propres vécus et ressentis. Les œuvres et personnages de fiction ont un rôle très important sur nos préjugés et dans nos représentations. On sait combien certaines sitcoms ont pu participer, aux États-Unis particulièrement, à redéfinir au moins partiellement la perception de telle ou telle minorité. L'approche est d'autant plus intéressante qu'elle montre le bon comme le moins bon dans l'environnement de Kamala Khan, qui se caractérise notamment par l'importance de l'acceptation sociale par les cercles de famille étendus, si je peux les appeler ainsi, et une pression sociale plus forte sans doute, ou qui s'exprime du moins différemment que dans une famille américaine issue de la majorité caucasienne et protestante, par exemple si on tente de reprendre la classification typique des Américains. Et si certains avaient l'idée saugrenue, je ne pense pas, mais sait-on jamais, de pointer d'un doigt accusateur l'agenda politique de Disney ou l'horreur absolue de la culture woke qui envahit notre quotidien et détruit la civilisation, eh bien je rappellerai tout simplement que les comics de Marvel ont depuis plus de 50 ans maintenant défendu des valeurs d'inclusion.
tout simplement. Les X-Men en 1963 sont une métaphore de la lutte pour les droits civiques des Noirs. En 1966, on a la création de Black Panther. En 1968, Stan Lee écrivait dans sa rubrique édito « Le sectarisme et le racisme sont parmi les maux sociaux les plus meurtriers qui affligent le monde aujourd'hui ». Quoi qu'il en soit, et même si c'est évidemment loin d'être parfait, il disait aussi que Marvel a toujours été et sera toujours le reflet du monde qu'on voit par notre fenêtre. Dans son rapport au reste du MCU, maintenant, la série est très pertinente et amusante quand elle met en scène l'admiration aveugle de Kamala pour Carol Danvers, ou quand on découvre que la dernière bataille contre Thanos est connue du grand public au travers d'un podcast ayant interviewé Scott Lang, alias Ant-Man. Il a une grande bouche. Le voyage à Karachi débuté en épisode 4 est une surprise plutôt intéressante et l'occasion d'une approche qui relève presque du documentaire léger de découverte culturelle. Et puis le contexte historique de la partition entre Inde et Pakistan offre une porte d'entrée intéressante pour les nombreux occidentaux qui ne savent rien ou ont oublié le peu qu'ils avaient appris à ce sujet. Cette partition est un énorme traumatisme qui a causé des centaines de milliers de morts, ne serait-ce qu'à l'époque, et dont les traces continuent d'envenimer les relations entre Inde et Pakistan. J'en viens maintenant à ce qui relève du surnaturel et de l'univers Marvel, et là, de mon point de vue, c'est nettement plus inégal que le reste de la série. Et je dis ça sans chercher à idéaliser le reste, attention, car s'il est intéressant de creuser un peu les dynamiques familiales, notamment les relations mère-fille, on se demande aussi comment une mini-série de 6 épisodes peut autant prendre son temps. En effet, il me semble qu'elle souffre d'un sérieux manque d'ambition dans l'ampleur de ce qu'elle cherche à raconter et dans l'enchaînement des péripéties, des révélations. Loki parvenait, de mon point de vue, assez bien à tenir ce rythme et son final avait de réelles implications. On verra ce qu'il en sera au bout des 6 épisodes de Miss Marvel, mais peu de doute pour moi que Loki restera encore ma série Marvel favorite. Le surnaturel, donc déjà l'énorme point faible de la série, réside chez ce groupe qu'on appelle djinns ou clandestins. Alors les djinns, si vous voulez, référence initiale à la mythologie à la fois pré-islamique et islamique, ce qui est plutôt une bonne idée de base, ainsi qu'une autre référence à cet obscur groupe d'anti-héros des comics, les clandestins. Quoi qu'il en soit, le résultat donne une bande de gens que je qualifierais de chelous, de caricaturaux dans leur écriture et donc par la force des choses dans leur interprétation en mode « haha, regardez, je marche et je saute comme un méchant, haha, je suis méchant ». Ces clandestins donc issus de la dimension Nour qui serait parallèle et superposée à la nôtre, ou en tout cas la dimension 616, sont des parias qui ont été virés de chez eux ou sont restés coincés sur la Terre 616. Ce sera sans doute clarifié prochainement. Avec leurs petits pouvoirs, leur invocation d'armes, la façon dont ils se font bolosser par un peu tout le monde, on se retrouve avec des antagonistes nuls, ce qui est toujours très dommageable pour un film ou une série, et ce qu'on voit encore bien trop souvent dans le genre super-héroïque. Dans l'épisode 3, c'est simple, ils viennent non seulement perturber le mariage, mais surtout gâcher l'épisode, tellement la qualité plonge une fois qu'ils arrivent. C'est à ce moment notamment que je me suis fait la réflexion que la série serait potentiellement meilleure sans ces ingrédients surnaturels, ou du moins ceux-là. Et comme les clandestins sont nuls, ils se font bolosser par les agents du DODC, le département du contrôle des dommages, dont on retrouve d'ailleurs un représentant vu dans Spider-Man No Way Home. À leur sujet, on peut clairement parier qu'au moins la collègue là a l'air méchant, est une Skrull ou quelque chose comme ça, et sachant qu'on aura des révélations de ce genre à l'appel, on le suppose, dans la série Secret Invasion. Donc en épisode 4, le gang des Bolos se retrouve dans la prison Supermax, qu'on reconnaît notamment du trailer de She-Hulk, mais sachant que même ces gros nazes parviennent à s'enfuir de cette prison, on se demande bien comment le bâtiment parvient à contenir des individus autrement plus dangereux. Alors oui, c'est vrai, on peut éventuellement penser à une machination des agents du DODC qui les auraient laissés s'enfuir pour les utiliser, les suivre, un truc dans le genre. On n'est pas à l'abri. Du côté de Kamala elle-même, je craignais déjà, comme beaucoup, la modification apportée à ses pouvoirs et à leur expression visuelle. Et je dois dire que pour le moment, mes craintes étaient justifiées et que la capacité à agrandir ses membres aurait été vachement plus fun que ces projections d'énergie cristalline. C'est pas sponsorisé quand je dis cristalline. Doucement avec la cristalline, elle est si bonne! Je comprends bien la logique permettant de mieux inclure Miss Marvel dans le reste de la narration du MCU, mais ça se fait un peu au détriment d'un aspect cool et comique du personnage de base dans les comics. Venons-en au fameux bracelet maintenant. Comme tout le monde, je suppose que le bras bleu sur lequel il a été récupéré dans le flashback devait être celui d'un ou d'une Kree toutefois,
j'aime à imaginer que la technologie ne serait pas forcément Kree, mais éventuellement Skrull, voire quelque chose d'encore totalement nouveau et différent, comme les Shi'ar par exemple, ça m'étonnerait. Quand Kamala met le bracelet pour la première fois, on peut supposer qu'elle voit momentanément la dimension Noor, la dimension de lumière, mais on peut quand même remarquer qu'il y a beaucoup de gens qui semblent y habiter ou être là au moment où elle passe, et ils sont un petit peu inquiétants, ces gens, un peu bizarre. Dans le temple ou tombeau où le bracelet est récupéré par l'arrière-grand-mère de Kamala, on reconnaît au sol les symboles de l'organisation des 10 anneaux. De toute évidence, le bracelet est sans doute issu de la même technologie alien que les 10 anneaux de Shang-Chi, ce qui est un élément plutôt cool qui laisse clairement supposer qu'on aura au moins un caméo de Shang-Chi lui-même dans le film The Marvels, voire bien plus. La série Secret Invasion sera forcément liée de près à tout ça et je me demande si on se dirige vers un grand événement, sachant que Marvel aura beaucoup de choses à présenter sur la phase 5 en septembre prochain, si j'ai bien compris. Le final de l'épisode 4 envoie Kamala dans le passé, pile dans cette gare, au moment où sa grand-mère a failli se perdre alors qu'elle était enfant, et on peut assez clairement supposer qu'une boucle temporelle va se manifester dans l'épisode 5, avec Kamala qui ramènera sa grand-mère vers sa famille à l'aide de ses pouvoirs. Et d'ailleurs, cette notion de boucle est déjà un peu présente dans la traduction donnée de l'inscription sur le bracelet, ce que tu cherches te recherche aussi, ou un truc dans le genre. L'introduction des dagues rouges fonctionnait pas trop mal dans les interactions avec Karim et ses amis, et nettement moins bien dans le tas d'expositions qui a été balancé, là, presque gerbé au pied de Kamala, comme un colis trop encombrant au carton déchiqueté. La tentative d'action dans les rues était appréciable quand on sait que ce type de scène demande beaucoup de temps et d'efforts. Certaines chorégraphies étaient assez correctes dans les bastons, mais dans l'ensemble, rien qui ne me permette de me faire apprécier davantage ces antagonistes un petit peu pourris. J'espère que les 2 derniers épisodes sauront recapturer le petit coup de cœur que j'avais ressenti avec les 2 premiers, en apportant une narration un peu plus dense, plus ambitieuse et quelques scènes mémorables. Je vous rappelle que Westworld saison 4 a commencé, ma première vidéo est déjà disponible et la prochaine arrivera dès lundi, sachant qu'il y a aussi l'énorme saison 3 de The Boys en ce moment, qui me convainc nettement plus que tout le reste de ce qui est diffusé actuellement, et notamment que The Umbrella Academy saison 3, que je continue, je vous avoue, de regarder de façon un petit peu laborieuse, alors que j'avais vraiment beaucoup apprécié les 2 premières saisons. Enfin, vous le savez peut-être déjà, ce vendredi, c'est le final de Stranger Things saison 4. J'essaierai de vous sortir une vidéo dédiée sur le week-end. Pensez à laisser un pouce en l'air, abonnez-vous à la chaîne et aussi à ma chaîne secondaire, Captain Jeux de Rôle. Sinon, je vous réserve une nouréfaction, à savoir la transformation en bolos qui se bat en faisant des cabrioles avec une massue ou une ceinture et qui se fait assommer par des noobs. A très vite pour de nouvelles aventures. Salut!